Alors bonjour et bienvenue à la visite guidée au mémorial du camp de concentration de Dachau. Dachau a été le premier camp et le seul camp qui a existé les 12 ans de la dictature nazie. Donc aujourd'hui, on va parler surtout des prisonniers français et aussi quelques prisonniers francophones, mais surtout des prisonniers français qui sont arrivés plus tard. La majorité en 1943, à partir de 1943 jusqu'en 1945, jusqu'à la fin, jusqu'à la libération. Donc nous sommes sur le terrain du mémorial qui est complètement vide parce que le mémorial est fermé comme tous les musées. Donc, si vous voyez le terrain et vous voyez aussi la porte avec la phrase « Arbeit macht frei », le travail rend libre. Donc, une phrase qui se trouve sur beaucoup de portes des camps de concentration et qui est d'un cynisme incroyable. Si on regarde à travers la porte, vous voyez le camp des SS, donc qui était beaucoup plus grand. Je peux vous montrer une photo aérienne qui a été prise par les Américains en 1945. Donc nous sommes ici, c'est la porte, c'est l'entrée, c'était toujours cette entrée-là. Vous voyez le camp des prisonniers. Si vous regardez dans cette direction, ces lignes-là sont les baraques que vous voyez là-bas. Ces baraques sont les seules reconstructions qu'il y a toujours ici. Il y en avait 34, 17 à droite, 17 à gauche. On va entrer dans une baraque un peu plus tard. Donc, le camp des SS était beaucoup plus grand. Vous voyez donc les usines où les prisonniers devaient travailler, mais aussi un terrain de foot, une piscine et des bâtiments assez beaux pour les gardiens qui avaient une position un peu meilleure. Voilà, 200 hectares en tout. Donc, pour les prisonniers, c'était l'enfer, l'arrivée, le séjour ici, mais déjà avant les transports. Donc, on va écouter une citation de Mariusz Bioska, qui a travaillé à la SNCF, qui était résistant, qui a bloqué des trains, etc. Donc, il a été arrêté et déporté à Dachau. Quand exactement? Voilà, en 1944. Alors, je vais vous lire une citation sur son arrivée à Dachau, pas encore dans la ville, parce que Dachau n'était pas un camp d'extermination comme on le voit souvent dans les films, où les trains arrivaient dans les camps, où il y avait des sélections, comme à Auschwitz. Ici, non. Il y a les rails, mais les trains n'arrivaient pas ici. Les rails datent de l'usine de munitions qu'il y avait ici pendant la Première Guerre mondiale. Donc, alors, il a écrit son livre 2 ans après sa libération, donc il a survécu le camp. À travers les rues de Dachau, les femmes nous regardent avec des yeux atterrés. C'est que nous ressemblons à des revenants d'outre-tombe. 3 jours, 3 nuits sans manger, sans boire. Des gosses de 6 à 12 ans nous crachaient à la figure, nous lançaient des pierres
les SS nous encadraient et riaient de tout leur temps. Voilà. J'ai oublié de mentionner ma collègue Martina qui est derrière la caméra et j'ai oublié aussi de dire mon nom. Mon nom est Karine Dinger-Tausche. Donc on va continuer et regardez cette grande place. C'est la place d'Appel. Tous les camps disposaient d'une place pareille. Ça avait une raison très pratique. C'était pour compter les prisonniers chaque matin, chaque soir. Et vous voyez donc les dimensions de cette place. Donc ce camp, comme vous le voyez maintenant, était construit pour 6000 prisonniers. Mais il y avait à partir de 1938 toujours plus. Donc plus de 20 000 et encore plus de des dizaines, des milliers de prisonniers. Donc, voilà, on continue un petit peu. Vous voyez à droite le mémorial international qui était construit dans les années 60 par les survivants du camp, par le comité international de Dachau. Si on a le temps, on va descendre, mais on va voir. Ici, vous voyez des peupliers, c'est la rue. C'était aussi, comme la phrase Arbeit macht frei, une sorte de propaganda. Donc, si vous connaissez les avenues de Munich, il y a plein d'avenues avec les peupliers. Donc, pour faire joli, ici, Himmler, le chef des SS, voulait avoir la même chose. Et Edmond Michelet, prisonnier à Dachau aussi, en politique après la guerre, a écrit un livre qui s'appelait Rue de la Liberté, qui porte donc le nom de cette avenue. Alors ici, vous voyez donc à l'époque, en 1938, la situation sur cette place, un appel. Vous voyez les personnes, donc ce sont beaucoup plus de 6000. Le numéro de David Bloch qui a fait ce dessin était déjà le 21 096. Il était prisonnier juif, il portait l'étoile jaune, la triangle jaune. Donc les prisonniers juifs étaient toujours les plus bas dans la hiérarchie des prisonniers. Un prisonnier français qui était aussi à Dachau était Charles d'Estaing. On va voir sa photo, on peut la voir, c'est un peu petit. C'était le général Charles d'Estaing qui était le supérieur de Charles de Gaulle. Il était le chef de la résistance militaire. Il a été donc déporté à Dachau en septembre 1944. Il était prisonnier normal comme beaucoup d'autres, mais on ne l'avait pas reconnu, c'était sa chance, mais finalement il était reconnu à cause de son attitude très droite. Donc il était envoyé au bunker. Donc le bunker, ce n'est pas pour se protéger des bombes. Dans la langue des camps de concentration, le bunker c'est la prison dans la prison. Donc vous voyez le couloir, on ne va pas pouvoir y aller, on n'a pas assez de temps, mais le bunker se trouve derrière le musée, loin des baraquements. Donc c'était un lieu de terreur, de mort, de brutalité. Donc Charles d'Estaing était tué en avril 1945, très peu avant la libération, le 29 avril, comme beaucoup de prisonniers spéciaux, sur l'ordre de Heinrich Himmler. Voilà. Donc, je vous ai dit, il y avait beaucoup plus de prisonniers, comme il y avait des lits. Et on va
passer par une baraque, on va voir la situation qui changeait avec les années. Alors on va voir, vous voyez une baraque qui avait en général 4 chambrées, c'est-à-dire 4 dortoirs. 2 dortoirs se partageaient comme une salle de séjour. Donc une salle de séjour, c'est beaucoup dire. Mais bon, il y avait des armoires en bois et donc les prisonniers pouvaient manger. Manger, c'est beaucoup dire aussi. Il y avait un bout de pain le matin et une soupe à midi. Vous voyez les barbelés. Donc il y avait ici des barbelés électriques de 360 volts. On ne pouvait pas s'enfuir, on ne pouvait pas partir. Un seul prisonnier a réussi de partir. C'était un Allemand communiste, Hans Beimler. Et c'était aussi son livre. Il s'est réfugié à Moscou. Son livre était traduit en anglais et aussi en français. Vous voyez donc au camp d'assassins de Dachau. Donc le monde pouvait savoir sur l'existence, sur les conditions dans les camps assez tôt. Il a écrit en 1933. Voilà, on va maintenant entrer dans une baraque qui était autrefois une baraque de fonction. C'était l'infirmerie là devant. Alors, je laisse entrer ma collègue. Merci. Voilà. Krieg's jetzt nicht zu, die Tür. Donc ici, vous voyez les lits. Donc il y avait des sacs en paille en bas et toujours de 3 étages. Donc au début de 33 à 37, il y avait encore des lits séparés. Vous voyez, donc pour à peu près 60 personnes, exactement 56. Et c'était très important la manière de faire les lits. On ne pouvait pas les faire n'importe comment. Le sac devait être absolument plate et c'était contrôlé aussi. Et d'un contrôle des SS dans le baraquement, Edmond Michelet écrit quelque chose dans son livre. Donc c'était ici, dans une baraque. Il faut que je vous explique 2 mots. Il parle de goumi. Le goumi, c'était comme une sorte de bâton pour battre les prisonniers, souvent en goumi, en caoutchouc, parce que c'était du matériel qui ne pouvait pas se briser. Et il parle de Stück. Stück, ça veut dire, c'est de l'allemand, ça veut dire pièce. Donc si on comptait les personnes, les prisonniers sur la place, on parlait des Stück, donc des choses, des objets, pas de personnes. Donc on essayait toujours de déshumaniser les personnes. Voilà. Donc il écrit sur un contrôle, si le lit était bien fait. Le SS, le goumi sous le bras, passait lentement sur le front de Stück. S'il voulait donner l'impression qu'il nous méprisait prodigieusement, il faut convenir qu'il y réussissait au-delà de toute expression. Mais quand le SS découvrit parmi les nouveaux arrivants 2 porteurs d'étoiles jaunes, ce fut une autre histoire. On eut droit au vrai grand sport. Quand le SS eut octroyé son compte
à Julius F., le Viennois, en l'envoyant d'un coup de goumis s'écraser contre le placard, ils s'en prit aux Tyroliens, avec une rage dont il faudrait demander pardon aux animaux de la dire bestiale. Il s'acharne sur le vieillard, celui-ci, dès les premiers coups, gisait à terre, pitoyable, sanglant, l'arien blond écumait de rage, aussi longtemps Oula. Pardon. Qu'il entendit le geignement de la victime, le SS ne lâcha pas. À coups de talon, il essaya de fermer cette bouche qui ne voulait pas se taire. Voilà, donc on va continuer. Vous voyez la situation dans une baraque en 1938. Il y avait 4 à 6 personnes dans ces 2 lits. Donc ils étaient déjà beaucoup plus serrés. Et la fin, c'est la dernière chambrée. Il y avait l'ordre en 1944 de faire de la place pour 400 personnes par dortoir. Donc ça, c'était comme une salle de séjour avec les placards, les tabourets et les lavabos à l'époque. Et les 11 toilettes pour 100 à 800 personnes. Donc à la fin, en 1944, un dortoir, une chambrée, c'était comme ça. Il n'y avait plus de séparation. Il y avait à la fin une épidémie de typhus et sans distance. Donc aujourd'hui, on sait bien ce que c'est. Porter des masques, garder la distance, là, c'était pas du tout possible. Et par jour, mouraient 100 à 550 personnes dans cette période finale. Alors, donc, c'était une baraque. On va ressortir sur la grande place. Donc, si on vivait devant, on avait des grands avantages parce que les chemins étaient beaucoup plus courts. À midi, il y avait 1 heure de pause, mais il fallait chercher la soupe dans la cuisine qui se trouvait en face. Donc si on vivait devant, c'était possible, on avait un peu de temps pour manger. Si on vivait derrière, c'était beaucoup plus difficile. Donc je vais regarder l'heure. Oula, donc c'est déjà tard. On ne va pas descendre dans le mémorial. On va encore aller dans le musée, jeter un coup d'œil sur les prisonniers français et peut-être sur le terrain du crématoire, sur la photo, parce que le terrain du crématoire se trouvait tout derrière, sur le terrain du camp des SS. Donc ce n'était pas possible d'y aller. Il fallait ressortir par la porte, traverser le camp SS et on déposait là-bas les corps morts pour les incinérer là-bas. On dit que son grand-père est tué par les Typhus. Ah oui. Il a écrit dans les commentaires que son grand-père est tué par les Typhus. D'accord. D'accord. Oui, c'est un mort, surtout en 1944, très fréquent, très triste. Alors, vous voyez donc, on laisse le mémorial ici à notre droite et on va le traverser. Vous voyez dans plusieurs langues, aussi en français, plus jamais, donc plus jamais ce racisme, cet antisémitisme. Donc c'est pour ça qu'on fait ces visites ici.
D'accord. Donc ce grand bâtiment s'appelait les communs. Donc il y avait au milieu la cuisine, la salle des douches. On pouvait prendre une douche une fois par semaine. Le samedi, il y avait une longue queue qui était devant le bâtiment. Il y avait aussi beaucoup d'ateliers. Et sous le toit, on gardait les vêtements, les objets des prisonniers que théoriquement ils recevaient quand ils étaient libérés. Mais c'était possible surtout dans les premières années. Après, c'était difficilement possible. Alors, on va entrer par là. C'est fermé. C'est près de le cinéma ici. On va ouvrir. Voilà. Donc, c'était la cuisine autrefois. C'était une bonne place de travail parce qu'on pouvait éventuellement avoir un peu plus à manger. Aujourd'hui, c'est le cinéma. Et on voit donc dans cette partie du musée, c'est la dernière phase du camp de 43 à 45 avec les expériences médicales, avec le surpeuplement, avec la mort en masse. Et vous voyez les prisonniers français. Donc j'ai déjà parlé de Charles Delestraint, vous le voyez ici, d'Edmond Michelet. Et je n'ai pas encore parlé de Germain ou Boiroux. Ces deux, ils ne s'entendaient pas au début parce que Germain ou Boiroux, il était syndicaliste, communiste, et Edmond Michelet appartenait plutôt à la résistance catholique. Donc ils n'avaient pas les mêmes idées, mais en fin de compte, par la même langue, par la même situation ici, ils sont devenus amis. Et lui, il a même sauvé la vie à Edmond Michelet parce que il a brûlé le pied de son tabouret, il a fait du charbon et il a fait des pièces, des morceaux, et il les a mangés et a donné à ses meilleurs amis. Et ça bloquait la diarrhée de la typhus, et Edmond Michelet a survécu de cette manière. Voilà. Donc je voulais vous montrer ou vous parler encore d'un autre prisonnier qui s'appelait Guy Pierre Gauthier, et son petit-fils a fait une BD, une bande dessinée sur le temps de son grand-père dans le camp de Dachau. Et vous voyez ici les vêtements des prisonniers, donc bleu, blanc, rayé. Un bonnet, c'était très important, il fallait toujours le porter. Si on ne le portait pas sur la place d'appel, c'était une raison d'être fusillé. Il y avait son triangle, il était prisonnier politique, donc il portait une triangle rouge, et parce qu'il était français, il portait aussi un F sur la triangle rouge, et en bas, son numéro, qu'on voit aussi dans la BD. Il portait le numéro 63 505, si je vois bien. Donc c'était interdit de l'appeler par son nom. Donc il était très peu de temps à Dachau. Il a été enregistré ici, désinfecté et envoyé à Allach. Allach était un des 140 camps extérieurs de Dachau,
c'était BMW. Il devait travailler et souffrir là-bas. Mais il a survécu et été libéré là-bas. Donc, peut-être encore un mot sur les triangles. Donc, Dachau était camp modèle pour tous les autres camps. Donc, ici, on a développé un tableau. Donc, vous voyez, la majorité ici, c'était les prisonniers politiques, mais il y avait aussi des prisonniers criminels, verts, qui étaient souvent des capots, qui aidaient les SS, si vous voulez, à discriminer les autres, les émigrants bleus, les témoins de Jéhovah, violets, les homosexuels, roses, et les asociaux, c'était les tziganes, les SDF, voilà, tous ceux qui n'allaient pas dans cette société nazie. Et les prisonniers juifs avec une triangle jaune, et à partir de 1942, l'étoile jaune. Voilà, ce qu'on pourrait faire encore, c'est bientôt la fin de la visite, on pourrait regarder le crématoire sur une photo, c'est un peu plus loin. Nous avons assez de temps. C'est 4h30 maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être? Non. D'accord. Alors, ici, c'est le site du crématoire, c'est la soi-disant baraque X qui était construite dans un secret absolu, comme j'ai déjà dit, à l'extérieur du camp des prisonniers, et les morts y étaient transportés. Une question, nous avons une question. En quelle année ont été les premiers prisonniers français? En quelle année ont été les premiers prisonniers français? Alors, le tout premier, je ne peux pas le dire, mais ils arrivaient en grande quantité à partir de 1943. Donc, s'il y avait un ou deux avant, c'est possible, je ne peux pas le dire. Et on a dit que il n'y a pas de l'audio encore. Le micro? Ah, Ça marche. ça marche pas? On m'entend pas? Je vais regarder si le micro est allumé. Oui, il est allumé. Ici. Pas d'audio? Maintenant? C'est fini? Ou je continue? Ça fait peu de son. C'est d'accord. C'est d'accord, ça marche. C'est très bien. Donc en tout, si on parle encore des prisonniers français, il y avait plus de 14 100 Français. Donc plus de 100 000 Français étaient déportés, surtout dans des camps comme Buchenwald, Neuengamme, Natzweiler en Alsace, mais aussi à Dachau. Aussi 71 femmes, donc Dachau était un camp pour les hommes, mais à la fin, il y avait aussi pour les camps extérieurs des femmes, 71 Françaises qui travaillaient. « 1669 détenus français sont morts ici. Mais il y avait aussi
1800 Belges et 467 luxembourgeois. Un Belge connu était Éric Hollot. Éric Hollot est arrivé à Dachau en 1942. Il était venu ici comme prisonnier nuit et brouillard. Et nuit et brouillard, ça signifiait qu'on voulait combattre la résistance dans les pays occupés. Et donc il y avait un décret le 7 décembre 1940. 41 ou 42. En tout cas, 42. En tout cas, donc, Hitler disait, mais les travaux forcés, la prison, c'est pas assez dur, il faut tuer les résistants. Et pour ça, à partir de cette année-là, on les déportait dans les camps de concentration. Eugène Host était luxembourgeois, il était étudiant, il refusait de jurer le serment de fidélité sur Hitler. Il était forcé de travailler en Allemagne. En Allemagne, il refusait encore une fois et il était envoyé dans le camp de Dachau en juin 1942. Il pouvait travailler dans l'infirmerie comme écrivain, si vous voulez. Il écrivait, donc il faisait des notes dans la station de malaria. Et comme ça, il pouvait aussi cacher des documents qui étaient utilisés après la guerre dans les procès de Dachau qui avaient lieu ici après la guerre. Donc on va maintenant terminer notre visite. Ici, vous voyez les prisonniers qui étaient forcés à quitter le camp. Ils devaient marcher vers une forteresse dans les Alpes qui n'existait pas. Des milliers de personnes mouraient encore sur cette marche, la marche des morts. Voilà. Donc, c'était une brève vue dans la vie du camp de concentration. C'était un peu court, bon, mais de l'autre côté, voilà, peut-être on peut faire autre chose. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite encore une bonne soirée. Au revoir. Il n'y a plus de questions? Non.